Bonjour à tous, nous sommes toujours sur le 11e festival des Deauville Green Awards et nous avons choisi d'aborder la question comment bien nourrir 10 millions d'êtres humains, bien entre guillemets. 10 milliards, bah voilà, ça commence bien. Comment bien nourrir 10 milliards d'êtres humains, et nous avons 1h30 et vous allez voir que nous allons résoudre le problème en 1h30, donc bien sûr je plaisante. Nous n'allons pas résoudre le problème, mais on va essayer de donner un certain nombre d'éclairages qui, vous allez voir, sont tout à fait intéressants. Donc nous allons commencer par dialoguer avec Vincent Douméziel, qui est conseiller senior Océan aux Nations Unies et qui est un spécialiste des algues. Ensuite, nous allons dialoguer avec Perrine Hervé-Gruyer de la ferme du Bec et Loin. Ensuite, avec Cybèle Idlot, qui est chef dans le sens cuisine, gastronomie, chef locavore et zéro déchet. Et enfin, avec Valéria Rodriguez, qui est une spécialiste du commerce équitable. Et à la fin, nous aurons un moment avec Christophe Sommet, qui nous parlera de l'offre de films, la très large offre et très intéressante offre de films traitant d'alimentation qui est proposée par Ushuaïa TV. Donc, nous commençons tout de suite avec Vincent Douméziel. D'abord, Vincent, donc vous êtes conseiller senior sur les océans à l'ONU. Alors, ça va mal, les océans. Donc, on n'entend que des catastrophes, c'est-à-dire les acidifications de l'océan, l'effondrement de la biodiversité, les océans de plastique. Ça va mal. Alors, c'est pas que fait la police, mais que fait l'ONU ? On aimerait qu'elle fasse quelque chose. En effet, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune agence internationale qui gère les océans. C'est un peu ce qui a été lancé comme débat, en tout cas à Brest, et qui va être continué là à Lisbonne le mois prochain, enfin ce mois-ci. C'est d'essayer de créer une gouvernance au niveau des océans, puisque les océans, c'est quand même les 2/3 de la planète. C'est quand même 90% de la surface habitable de notre planète. C'est quand même la moitié de l'air qu'on respire, c'est une grande partie du carbone absorbé, ça fait partie du cycle de tous les éléments. Donc les océans possèdent beaucoup de solutions. Maintenant, c'est vraiment une zone de non-droit, une zone où il n'y a pas de gouvernance du tout. Et donc on aimerait lancer avec l'ensemble des nations, et on travaille à cela, un partenariat pour essayer de créer une convention océan, comme il y a une agence pour la santé, une agence pour la sécurité alimentaire, enfin pour l'alimentation, une agence pour la culture, il y a une convention pour le climat, il y a une convention pour la biodiversité. Il n'y a absolument rien sur les océans, alors que c'est sans doute le bien le plus partagé. Pardon, il y a une dimension économique aussi, c'est qu'il y a des centaines de millions de gens qui vivent des océans. Il y a une dimension économique, mais qui est finalement assez réduite par rapport à la Terre. C'est-à-dire, si vous regardez, on est passé il y a 12 000 ans d'une civilisation de chasseurs-cueilleurs, donc d'hommes préhistoriques, à l'état d'hommes modernes, il y a 12 000 ans, quelque part en Mésopotamie, quand on a commencé à développer l'agriculture sur Terre. C'est ça qui a fait ce changement, qui nous a fait basculer dans la modernité, dans la civilisation. On n'est toujours pas civilisé avec les océans. Les océans, ça reste une zone de non-droit, une zone sauvage que tout le monde imagine pure et limpide, alors qu'on déverse en effet tous nos déchets dedans et qu'on a déjà détruit la moitié de la biodiversité qui y est. Être développement durable avec les océans, ça n'a plus de sens. On est au-delà de la durabilité, on est dans la réparation, dans la restauration des océans. C'est ça l'enjeu. Et cette zone de non-droit, il faut apprendre à la cultiver. Il va falloir apprendre à, comme on l'a fait il y a 12 000 ans sur la Terre, à gérer cet écosystème, parce que cet écosystème, on est en train de le détruire. Et l'avantage de cet écosystème des océans, c'est qu'il est extrêmement rapide, extrêmement résilient, extrêmement rapide à revenir. Une algue, elle pousse de 40 cm par jour, elle peut atteindre 60 mètres de haut en 2 mois. Donc si vous restaurez un océan, si vous redynamisez la biodiversité d'un océan, et les algues sont le premier niveau trophique, on y reviendra, vous allez très vite recréer une forêt et recréer un ensemble de vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je viens de l'agroalimentaire, en fait, avant de m'occuper des océans,
On sait qu'on a un système alimentaire qui est complètement à bout de souffle, qui laisse de côté 1 milliard de personnes qui meurent de faim. J'ai beaucoup travaillé en Afrique par le passé. On a un enfant sur 4 qui est déficient de façon nutritionnelle, de façon chronique. On a des systèmes alimentaires qui sont les plus gros contributeurs aux gaz à effet de serre, à la pauvreté des sols, aux sécheresses, à la perte de biodiversité et à l'injustice sociale. Et dans le même temps, on a 70% de la planète qui est couverte par des océans, qui contribuent à moins de 2% de notre alimentation en calories. Donc d'un point de vue extraterrestre, on aurait une espèce de côté complètement stupide de se dire comment on a surexploité abondamment. Les terres sont 250 000 fois plus, c'est un chiffre réel, enfin c'est le chiffre exact, 250 000 fois plus cultivées que les océans aujourd'hui. Donc on a surexploité la terre et on a complètement laissé les océans où on est encore dans l'âge de pierre. Est-ce que vous voulez dire que ce qu'on ressent comme les problèmes de l'océan, c'est en fait il y a des solutions derrière, c'est des solutions pour l'humanité, rempli de solutions. Là aujourd'hui, il apparaît comme rempli de problèmes, de pollution, etc. Il est rempli des problèmes que l'utilisation abusive de nos terres et l'absence complète de gestion des océans créent. En fait, on a délaissé l'écosystème complètement, on l'a abandonné, tout en y déversant tous nos déchets. Donc forcément, il n'est pas en forme. Encore une fois, la vie est née dans l'océan, elle a 2 milliards d'années d'existence, elle a une résilience, une capacité à s'adapter très forte. Maintenant, il faut qu'on l'aide un tout petit peu maintenant. Aujourd'hui, il faut qu'on l'aide pour qu'elle retrouve sa diversité. D'accord, mais alors vous avez parlé de gouvernance, qu'il fallait mettre en place une gouvernance. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre en place quand même pour réparer, c'est-à-dire pour, par exemple, je ne sais pas, le continent de plastique, l'acidification des océans, est-ce qu'il n'y a pas quand même des solutions pour... Il y a beaucoup de solutions. On va parler juste de la culture. La culture des océans, on est sur quelque chose de déjà extrêmement développé en Asie. En Asie, la culture des océans, pour nourrir les populations, c'est 36 millions de tonnes, c'est 8 millions d'emplois, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 10% de croissance. C'est comme la culture du blé en France. On est sur la même logique. La question, c'est pourquoi, par exemple, si on parle des algues, là, pourquoi un seul pays, ou une seule région en tout cas, a utilisé les algues pour se nourrir depuis assez récemment de façon sur la culture, alors que c'est une ressource qui n'a pas besoin de pesticides, qui n'a pas besoin d'être alimentée, qui a peu de risque de s'en aller en nageant ou en volant, et qu'on n'a pas besoin de terre, et qu'on n'a même pas besoin, ça paraît stupide de le dire, d'arroser. On n'a pas besoin d'arroser des algues qui poussent très très vite et qui constituent une nutrition extrêmement riche. Et les algues, c'est le premier niveau trophique des océans. Donc c'est-à-dire que si on veut commencer à réparer les océans au lieu de continuer à les détruire, cultivons les algues, toute la biodiversité va réapparaître. Les algues, elles vont nourrir le phytoplancton, elles vont nourrir les mollusques, elles vont nourrir les coquillages, qui vont même nourrir les petits poissons et les gros poissons, et on recrée un écosystème. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Taxifolia et les algues vertes en Bretagne, on a tendance à penser que les algues, c'est un problème. Et vous dites que bien utilisées, ça peut être c'est très utile. Les algues ne sont pas un problème, les algues vertes sont extrêmement intéressantes, elles ont beaucoup de valorisation intéressante, elles sont très riches en vitamine C. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les algues vertes? Elles sont très riches en vitamine C, on peut faire de la cellulose, on peut faire des papiers, on peut les manger, elles sont intéressantes, on les mange. D'ailleurs, faut savoir que la Bretagne importe des algues vertes de Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un choix politique, que ce soit la Bretagne ou les Sargasses en Caraïbes, on est dans un choix politique de ne pas valoriser ce qui est le fruit d'une pollution. Les algues vertes, c'est le symptôme d'une pollution. C'est dû à la surexploitation des sols et à un élevage extrêmement intensif. Est-ce que ce ne serait pas lié aussi au fait que la terre, c'est la propriété privée, c'est le foncier, et que la mer, les océans, c'est beaucoup plus difficile à en être un propriétaire privé, c'est un bien public, non? C'est un bien public en effet, mais on y arrive, on le fait très bien pour les huîtres, pour les fermes de poissons, on le fait très bien pour les fermes éoliennes. On privatise des fermes éoliennes. Oui, tout à fait. Donc et après, d'ailleurs, il serait intéressant dans ces endroits de développer la multi-usage, c'est-à-dire la permaculture dans l'océan, c'est vraiment ça l'objectif de tout ça. Juste pour parler des solutions, pour revenir sur les solutions, mais c'est vrai que le permis d'opérer, notamment en France, constitue la première barrière au développement de l'algoculture. Pour revenir aux solutions qui vont être liées aux algues, on estime que 2% des océans dédiés à la culture d'algues, qui permettrait de recréer un écosystème entier, c'est l'université de Wageningen qui avait sorti ce chiffre, permettrait de nourrir 12 milliards de personnes en protéines, sans aucun besoin de protéines végétales ou animales, terrestres. 2% des océans, c'est pas grand-chose. Aujourd'hui, les océans, ils vont fournir quoi? Enfin, les algues en tout cas. Alors déjà, parler d'algues, c'est toujours un peu délicat parce que les algues, c'est 12 000 types différents. On sait en cultiver entre 10 et 20 et on sait cultiver seulement celles qui viennent d'Asie, encore une fois, pour l'instant. Et il ne faut surtout pas cultiver des algues
non locales. Donc voilà. Donc il faut qu'on apprenne, il y a un effort scientifique à faire, qui est d'apprendre à cultiver nos algues. Aujourd'hui, en France, on a 50 chercheurs qui travaillent sur 12 000 types d'algues différents, quand dans le même temps, l'INRA emploie 550 chercheurs qui travaillent sur 2 types de blé très similaires. Les algues, elles sont très différentes, c'est-à-dire que, on va prendre juste les algues rouges et les algues vertes, elles ont 2 milliards d'années d'existence presque. Les algues vertes ont migré sur Terre, donc quelques algues vertes, par le biais des marées et des vents, ont migré sur Terre il y a un demi-milliard d'années et ont donné naissance à toute la végétation que vous avez autour de vous. Et donc aujourd'hui, une algue verte, elle est plus différente d'une algue rouge qu'un champignon ne l'est d'un éléphant. Et une algue verte va être beaucoup plus proche d'un fraisier ou d'un chêne que d'une algue rouge. Cet éventail de génétique, il va fournir un éventail égal d'applications. D'accord, alors si maintenant on parle des applications, alors vous avez même amené un kit. Alors vous avez écrit un livre d'abord. Un petit livre déjà qui s'appelle La Révolution des algues, encore une fois, parce que l'idée c'est de se dire qu'on est passé il y a 12 000 ans par la Révolution verte, qui a permis de faire de notre civilisation ce qu'elle est. C'était quoi la Révolution verte? C'était la culture, l'agriculture, voilà. Ce livre explique pourquoi on pourrait aujourd'hui résoudre les grands problèmes de la génération actuelle en utilisant les algues et en cultivant les océans. Donc on va avoir une alimentation extrêmement nutritionnelle. On sait aujourd'hui les algues, c'est 10% de l'alimentation au Japon. Ça favorise la très grande longévité là-bas, le très faible taux de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète. Et c'est très riche en protéines. C'est très riche en protéines, en fer, bien plus que le soja d'ailleurs. Dans beaucoup de foyers en ce moment, on dit il faut plus manger de viande, il n'y a pas besoin d'avoir des protéines animales, il faut aller vers les protéines végétales. Donc Voilà, il y a du fer, il y a des protéines. On va être sur le seul végétal qui aura de la... Enfin, ça dépend lesquels évidemment, mais il y a des algues qui contiennent de la vitamine B12, aucun autre, qui est importante pour notre cerveau, donc aucun autre végétal ne contient de la vitamine B12. Donc on a vraiment un ensemble de propriétés énormes. Et par ailleurs, une algue, quand elle est séchée, elle va garder ses propriétés, elle va toute son aspect nutritionnel. Ça se conserve bien. Donc on peut la conserver pendant des mois, la faire voyager pendant des kilomètres sans chaîne du froid. C'est une bonne nouvelle pour les populations émergentes et pour notre climat. Oui, dans les magasins bio, on achète des algues séchées. Ça n'a aucun intérêt de les acheter fraîches. En fait, elles sont aussi riches séchées que fraîches. Et on les met dans l'eau. Et voilà, et ça, vous en avez des tonnes. Au Japon, par exemple, quand il y a eu les confinements, quand nous, on se jetait sur les sachets de pâtes pour se nourrir pendant le confinement, et ben, eux, ils se jetaient des algues. Il y a eu une explosion des achats d'algues parce que ça se conserve très longtemps. Je vous laisse deviner quel fut le résultat sur la balance, où il était le plus important en tout cas, sûrement pas au Japon. Mais en tout cas, après, on aura toujours des gens... C'est vrai que beaucoup d'entre nous, on a pris un peu... Je vous visais pas du tout, je te visais pas du tout en disant ça. Si, non mais tu l'as vu. Non, pas du tout. Mais en tout cas, il y a un intérêt donc nutritionnel et je dirais qu'on est tous acteurs de ce changement. C'est ça qui est important aussi. Apprenons à cultiver les algues. Il y a une variété de goûts et à manger les algues aussi. Et là, c'est tous les jours, on est des acteurs citoyens. Alors, donc, qui mangent première application alimentaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Apprenons aussi qu'elles sont très bonnes. Hein. On me dit souvent une algue c'est pas bon, mais je vous invite à manger une pomme de terre crue, c'est pas bon non plus. Si vous la cuisinez, si vous la travaillez, ben ça devient bon, ça devient des frites, ça devient de la purée. C'est pareil, il faut apprendre. Deuxième application, l'alimentation animale. Encore une fois. Beaucoup plus riche que le soja, les algues en protéines, certaines algues. On pourrait remplacer ce soja OGM qui vient du Brésil, qui contribue à la déforestation, qui va en plus améliorer le système immunitaire des animaux, donc qui permettra de réduire les antibiotiques. On a même une petite algue magique qui, si on en ajoute quelques grammes dans le repas des vaches, ça va diminuer de 90% leur méthanisation. Pour le faire très court, si on ajoute 100 grammes de cette petite algue rouge, la Paragopsis taxiformis, dans le régime des vaches, c'est comme si on arrêtait toutes les voitures et les camions du monde. Mais pourquoi on le fait pas Parce qu'on ne sait pas la cultiver encore. On ne sait pas la cultiver? Non, on apprend. Il faut que le CNRS il nous explique comment faire en gros. Il faut que les scientifiques. Il y a un problème. Juste pour finir sur les applications. Parce que non, on finit pas, on les passe en revue. Voilà, et vous allez voir que vous allez être surpris parce que des choses où vous pensiez pas du tout que c'est possible et vous allez voir que c'est possible. Je vais dire le meilleur pour la fin. On va avoir une application pour l'agriculture. L'enjeu est aussi de reconnecter la terre et l'océan. Et donc l'idée c'est de se dire comment utiliser les algues pour favoriser notre agriculture. Les algues sont des biostimulants naturels utilisés depuis des générations et des siècles. Donc c'est des engrais. C'est des engrais naturels qui remplaceraient les pesticides et les engrais chimiques. Exactement, c'est des biostimulants qui vont protéger la plante du froid, de la sécheresse, du sel, etc. Donc là on a un réel intérêt à recycler et à récupérer en plus les phosphates. Encore une fois, je le disais, les algues vertes en Bretagne, c'est quoi? C'est les nitrates du lisier qui arrivent dans la mer
et qui font proliférer les algues vertes. Si on récoltait ces algues vertes et qu'on les répandait sur les champs, ça pourrait créer des emplois, des revenus. Ça serait le problème, c'est qu'on ne remettrait plus en cause le système qui est déviant de surexploitation des terres. Donc c'est pour ça que le choix politique est de ne pas valoriser ces algues vertes. Oui, c'est-à-dire que ce que vous expliquez, c'est que si on veut être écolo, eh ben, on va récupérer les algues vertes pour s'en servir comme engrais. Mais par contre, c'est un problème parce que c'est pas très écolo, parce que du coup, ça entretient le système d'élevage intensif de porcs. Et c'est exactement la même chose pour les sargasses aux Caraïbes. Donc il y a une contradiction, il y a un blocage en fait. Voilà, il y a un blocage politique qui est de ne pas valoriser ces algues vertes et de les laisser malheureusement pourrir et détruire les écosystèmes. On a d'autres applications qui vont être peut-être plus anodines, un peu paraître plus anodines, mais le coton, par exemple, le coton est une matière extrêmement peu durable, 2% des cultures sur Terre, 25% des pesticides, 10% des herbicides, et un t-shirt comme ça, c'est 2500 litres d'eau. C'est énormément d'eau. Oui. Voilà, les algues fournissent une solution extrêmement importante. On ne parle même pas des fibres synthétiques qui vont être les plus gros contributeurs à la pollution des microplastiques. Les algues fournissent une solution. C'est-à-dire, on va avoir des vêtements en algues des t-shirts en algues. J'ai été invité à la Fashion Week, moi, oui, bref, et récemment pour parler de ça, parce que c'est un vrai sujet pour les gens de la mode, de se dire comment on va aller vers des textiles plus durables que ce qu'on a aujourd'hui. Et même après, l'aspect forte contenance en pesticides, par exemple, peut être un problème quand on le porte, voire dans d'autres circonstances. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une start-up là, qui s'est lancée, qui crée des tampons périodiques en algues. Parce que les tampons périodiques vont être dans une zone extrêmement absorbante, qui va absorber beaucoup de pesticides, beaucoup de cochonneries, qui sont dans le coton. Mais il y avait déjà la sphaigne dans certaines protections périodiques. Il y a beaucoup d'applications pour les algues qui sont cachées, en effet. Aujourd'hui, on en consomme énormément sans le savoir. Notre alimentation, dans les teintures, dans les cotons, en effet, dans certaines. Donc il y a plein de choses. Mais on peut faire des vêtements en algues. Ah oui, ça existe déjà. Oui. J'ai des chaussettes en algues. On fait des baskets des chaussettes en algues. Ouais. Surtout que les chaussettes, c'est... En fait, c'est intéressant parce que ça va libérer des composés actifs qui vont faire du bien à votre peau, par ailleurs, en interagissant avec votre... Bref. Donc voilà, donc il y a plein de choses à faire sur les algues. Avant d'arriver à ma petite démonstration technique, je vais vous parler quand même que les algues, c'est avant tout un moyen de réparer la biodiversité des océans. Donc c'est la ressource qui va permettre à toutes les autres ressources de se développer. Et c'est important parce que les algues, elles disparaissent aujourd'hui. On sait que les algues sauvages absorbent autant de gaz à effet de serre que l'Amazonie aujourd'hui, mais elles disparaissent beaucoup plus vite. Donc il y a un incendie, tout le monde parle de l'incendie en Amazonie, qu'on voit bien, des incendies en Amazonie, personne ne parle de celui qui est dans la mer et qu'on ne voit pas. Et celui-là, il faut s'en occuper pourtant. Et c'est d'autant plus dommage qu'encore une fois, ça repousse très vite. En 3 mois, on recrée une immense forêt d'algues. Donc il faut s'en occuper. Il faut le réparer et cultiver de l'algue, c'est le meilleur moyen de réparer les écosystèmes. Le dernier point, quand même, qui est important, parce que je pense qu'on ne peut pas rebâtir un modèle alimentaire sans recréer un modèle de justice sociale, en tout cas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 fois plus d'esclaves dans le monde aujourd'hui qu'il y a le total du nombre d'esclaves qu'il y a eu à l'époque du trafic d'êtres humains entre l'Afrique et l'Amérique. 3 fois plus aujourd'hui. Oui, on dit qu'il y a 51 millions d'esclaves. Voilà, c'est 3 fois plus que ça. Les esclaves, ces esclaves modernes, ils sont essentiellement liés... Les 3 commodités les plus reliées aux esclaves modernes, pour ne prendre que, c'est le café, le chocolat et le sucre. Ah oui. Donc je pense que vous êtes tous concernés par ce sujet aujourd'hui, dans votre quotidien le plus intime. Donc encore une fois, on est tous acteurs du changement. Chaque fois qu'on vote pour ce qu'on mange, enfin chaque fois qu'on mange, on vote pour le monde de demain. En fait, on est tous des activistes environnementaux 3 fois par jour quand on mange. Mangeons des algues, mangeons quelque chose qui est bon pour la planète et pour la santé. Par ailleurs, ça fournit aussi une ressource aux populations côtières des pays émergents. Ce qui est intéressant, et ce qu'on voit en Afrique et en Asie du Sud-Est, où les algues se développent un peu, ces ressources financières, elles vont en premier lieu aux femmes des pêcheurs, donc aux femmes, qui sont beaucoup plus sérieuses dans la gestion de c'est juste qu'elles ne sont pas occupées à pêcher. Donc, en tout cas, c'est un vecteur d'émancipation et de libération des femmes dans des pays traditionnalistes, musulmans et extrêmement patriarcaux. Donc, il y a un intérêt aussi d'égalité homme-femme sur le sujet. Et donc voilà, donc il y a un potentiel d'innovation absolument infini sur les algues. C'est formidable. Et encore une fois, qui est déjà utilisé en Chine. Et donc je vais vous montrer ma petite démonstration avant de laisser mes autres panélistes s'exprimer. Donc juste pour vous expliquer, quand on parle de l'océan, on parle beaucoup des pollutions plastiques évidemment. Donc j'ai ici un plastique fait en algues. Un bioplastique du bioplastique en algues, donc 100% naturel. Biodégradable. C'est complètement, je peux le... Alors c'est biodégradable, mais ça se dégrade au bout de combien de temps? Ça se dégrade au bout de quelques semaines. C'est comme du... En fait, je vais vous montrer, c'est même mieux que biodégradable. J'ai ici une bulle d'huile d'olive.
donc qui va servir si vous allez faire un pique-nique. Vous allez vous servir de cette bulle d'huile d'olive pour saucer votre salade, d'accord? Donc, et cette bulle d'huile d'olive, elle n'est pas faite dans un sachet. Alors ça pourrait être du whisky, ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être ce que vous voulez, des glaces, des desserts, enfin vraiment absolument ce que vous voulez. Cette bulle, elle va, donc je vais vous montrer. Oui, là c'est de l'huile d'olive, mais c'est par exemple quand on achète un baba au rhum, on a un petit truc comme ça pour mettre le rhum. Voilà, ça pourrait être ça. Donc, et ça peut être des plus grandes capacités aussi. Donc là, cette bulle, vous allez la mettre dans votre salade. Voilà, vous pique-niquez à la campagne. Cette bulle, elle est biodégradable et compostable. Donc vous pouvez évidemment la jeter, voire la manger, nature, voire. Et voilà. Vous voulez goûter? Avec plaisir. Voilà, donc ça c'est une société anglaise qui fait ça. Ça n'a pas de calories, ça n'a pas de goût, donc vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez avec. Ça a le goût d'huile d'olive parce qu'il y a de l'huile d'olive dedans. Mais juste pour vous dire que c'est juste pour vous illustrer que ce potentiel d'innovation des océans et des algues, c'est pas mauvais en plus. Oui, c'est neutre. Il est absolument illimité dans son développement. D'accord. Voilà, les algues sont peut-être le futur de l'humanité dans le sens, en fait, ce qu'il faut comprendre. Non, mais en tout cas, font sûrement partie du futur de l'humanité. En tout cas, on a 2 milliards la vie est née dans la mer. On devrait être, et d'ailleurs, la vie essentiellement dans la mer aujourd'hui, on devrait être appelé des mériens plus que des terriens. Je ne dis pas qu'on va, comme les dauphins ou les baleines, retourner dans l'océan après avoir vécu sur Terre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on apprenne de cette expérience passée, de cette intimité très forte qu'on a eue avec la mer pendant des milliards d'années, pour bâtir un avenir plus durable sur la Terre. Ça, j'en suis convaincu. Et je pense, moi, que grâce à ce nouveau lien avec l'océan, ce nouveau lien avec la mer, on pourra se souvenir de nous comme étant la première génération sur la planète à avoir nourri l'intégralité du monde avec une nourriture saine, durable, qui aura réparé le climat, réparer la biodiversité et limiter la pauvreté. Non, mais ça paraît effectivement... Je vous invite à lire donc, La Révolution des algues aux éditions des Équateurs, qui montre aussi comment historiquement on a beaucoup de choses en commun et qu'on est des sapiens essentiellement parce qu'on a mangé beaucoup d'algues pendant des dizaines de milliers d'années. D'accord. Mais donc ça paraît vraiment une source de plein d'innovations qui constituent des solutions formidables. Il y a quand même encore des choses à mettre au point qui ne sont pas au point. Vous dites on attend les solutions du CNRS sur ça. On attend à cultiver. Encore une fois, on a appris à cultiver les algues en Chine pour répondre à la demande croissance de la population il y a 60 ans. On l'a appris au Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on en avait besoin. On devrait être capable de le faire. Et parce qu'aussi il y a une tradition dans la médecine chinoise qui relie beaucoup plus l'alimentaire avec la santé, alors que nous on relie l'alimentaire à une source d'énergie. C'est-à-dire qu'on fait le plein, on mange pour faire le plein, pour avoir de l'énergie. Or, les algues sont l'aliment santé par excellence. Donc il y avait une proximité avec l'algue qui était plus grande. Et ils ont appris plus tôt que nous, mais encore une fois, ils n'ont que 50 ans d'avance. Donc il y a un enjeu de recherche. Moi, j'invite tout le monde, et quand je fais des conférences dans des lycées, j'invite tout le monde à se diriger vers la biologie marine, parce que c'est le grand... On connaît bien moins ce qui se passe dans les océans que ce qui se passe sur la Lune, aujourd'hui. Et donc c'est le grand inconnu de demain et le grand potentiel d'innovation de demain. C'est une nouvelle terre de développement. Et donc il faut des recherches. Nouvelle frontière. Autoriser les pionniers à aller cultiver les algues, en effet. Il va falloir être capable de bien mesurer l'aspect positif de ces algues sur l'écosystème, vérifier qu'il n'y a pas de problème d'invasivité. Et puis après, il va falloir surtout que chacun d'entre nous, on s'intéresse à ce sujet et qu'on aille consommer des algues, chercher à les connaître, aller dans les magasins bio, comme vous le dites, pour apprendre à les cuisiner. Parce que cette solution, elle ne va naître que si on est tous ensemble à s'y intéresser et à voter pour les algues. Encore une fois, les algues, ce n'est pas un but en soi. On n'est pas là pour dire à tout le monde de manger des algues. On est là pour réparer la planète. C'est le premier niveau trophique de la vie sur Terre. S'il n'y a plus d'algues, il n'y a plus de vie dans l'océan. S'il n'y a plus de vie dans l'océan, il n'y a plus de vie sur Terre. Merci beaucoup, Vincent. N'hésitez pas à intervenir dans la suite des débats. Donc, maintenant, nous allons dialoguer avec Perrine Hervé-Gruyer, cofondatrice de la ferme du Bec et Loing. Alors, expliquez-nous ce qu'est la ferme du Bec et Loing. Alors, c'est assez simple. Là, on va passer à la terre. Donc, la ferme du Bec et Loing, c'est une petite ferme en Normandie qui a été créée en 2003. Le principe, à la base, c'était de recréer une agriculture sans pétrole. C'était notre prétention, d'être le moins impactant possible pour les écosystèmes, pour le sol. Et petit à petit, au fur et à mesure de nos recherches, on s'est aperçu qu'en alliant des savoir-faire ancestraux,
les données les plus avancées de la science, notamment sur l'état des sols, eh ben on arrivait à recréer une agriculture, j'allais dire vraiment recréer, remettre au goût du jour une agriculture manuelle, donc complètement à contre-courant par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sur des hectares avec des grosses machines qui demandent beaucoup de pétrole. Et pour autant, d'être extrêmement productif, d'être intensif, et chez nous, le mot intensif n'est pas du tout un gros mot, au contraire, c'est un vrai appel, une vraie prétention, sur toute petite surface, en faisant tout à la main, sans pétrole, être neutre en carbone et pouvoir alimenter le territoire. Alors quand on dit alimenter le territoire, c'est l'alimenter bien évidemment en nourriture, mais c'est aussi l'alimenter en dynamique territoriale. Nous, on est dans un milieu rural où il n'y a pas d'emploi, petit village de 400 habitants, donc on recrée toute une dynamique autour de cette production alimentaire. Donc ça crée de l'emploi local non délocalisable, de la nourriture bien évidemment locale de saison et bonne pour la santé. Ça crée une dynamique sociale, parce que quand on parle d'écosystème, on parle d'un écosystème à la ferme, mais on parle aussi d'écosystème à l'échelle du territoire. Quand on essaye de faire en sorte de récupérer toutes les matières, de ne créer ou de ne générer aucun déchet, et au contraire de réintégrer les déchets générés par le territoire dans l'agriculture, c'est une façon de recréer un écosystème à l'échelle du territoire. Donc ces petites entités vivrières, là on n'est pas en train de dire je vais faire du blé sur des hectares pour aller le vendre au plus cher sur les cours quand le marché sera au plus haut puisque l'Ukraine s'est cassé la figure. Ces petites entités vivrières, elles sont vraiment au cœur de la dynamique des territoires. Et à l'heure où les politiques publiques enfin se soucient de la souveraineté alimentaire des territoires au travers des plans alimentaires territoriaux, eh bien ces petites entités sont une solution. Il ne faut pas oublier que plus de 40% de l'agriculture de la planète, c'est une petite agriculture paysanne, familiale, qui nourrit le monde. Alors vous me direz pas partout, en fonction des événements climatiques, géopolitiques, il peut y avoir des endroits où c'est un petit peu plus dur qu'ailleurs, mais aujourd'hui encore, si on allie cette connaissance qu'on a désormais à la fois des données agronomiques et des données environnementales, eh bien on arrive à être très performant. D'accord. Oui, on dit aussi que 80% de l'agriculture est bio, dans la mesure où il n'y a pas de pesticides, parce que dans la plupart des pays, c'est trop cher, on ne peut pas les acheter, on n'a pas les moyens. Alors malheureusement, les pesticides ont beaucoup inondé, y compris les petites agricultures, notamment en Afrique, en Asie, avec un petit peu à l'aune des médicaments, avec une mauvaise utilisation, avec des dosages mal faits, etc. Mais il faut revenir aux bases. Il faut revenir aux bases de ce que savaient faire les paysans ancestralement. Alors oui, c'est ça, c'est ce qui est... Le bon sens paysan, en fait, il n'y a rien de tel que ça. Le bon sens paysan, encore une fois, couplé à ce qu'on sait aujourd'hui. Et en France, on parlait tout à l'heure de la Révolution verte, donc cette fameuse révolution agricole dans les années 60 en France. Qu'est-ce qu'on a fait lors de cette révolution ? On a arasé les talus que les anciens avaient fait, on a arraché les arbres et les haies, on a comblé les mares. Et pourquoi des milliers d'années d'observation des paysans et de l'humain avaient conclu qu'il fallait installer des talus, créer des haies, creuser des mares ? Parce que c'était le bon sens. L'arbre, la haie va attirer la biodiversité, capturer le carbone. La mare, par définition, elle va retenir l'eau dont on a tant besoin pour abreuver les animaux, pour s'abreuver nous, pour abreuver les cultures, et puis aussi pour attirer et retenir la biodiversité. Le talus, il est là pour freiner le vent, pour faire tenir les arbres qui sont dessus, etc. Donc tout ça, tous ces siècles d'observation, on s'en est privé d'un coup, d'un seul, au nom de quoi ? De la mécanisation. Or, aujourd'hui, il y a tout à fait la place pour une cohabitation intelligente. Moi, je ne suis pas anti-tracteur. Ce n'est pas parce que j'en ai pas utilisé pour cultiver. Est-ce que les tracteurs, le pétrole, etc., est-ce que ce n'est pas utile pour les céréales et par contre, ce serait beaucoup moins utile pour les cultures vivrières ? On peut tout à fait se dire que si, et à la condition unique qu'on veut conserver dans notre alimentation une grosse base protéique végétale, c'est-à-dire du blé, du pain, etc., alors on peut tout à fait continuer à cultiver. Mais déjà, on peut faire progresser l'agriculture dite conventionnelle. Il y a tout un mouvement qui s'appelle par exemple l'agriculture de régénération, qui consiste à ne plus labourer. On oublie le labour. Le labour, c'est une aberration absolument totale parce qu'on mélange les horizons du sol. Vous n'utilisez plus le labour ? Ah non, le labour, chez nous, c'est un mot qui n'a jamais existé. Jamais. Même avec le travail qu'on peut faire en traction animale, donc avec le cheval, c'est juste un travail en superficie. Quand on laboure, qu'est-ce qu'on fait ? On mélange les horizons du sol,
Donc les micro-organismes, les bonnes bactéries comme celles qui sont dans les milieux marins, qui sont à 40 cm du sol, hop, on les fait revenir à zéro. C'est-à-dire on les fait revenir au-dessus du sol. Elles ne sont pas viables dans des conditions comme celle-là parce qu'elles sont faites pour vivre quasiment en anaérobiose. Donc on mélange les horizons du sol, on tue toute la flore. Donc ça veut dire que vous ne labourez pas, vous griffez le sol. Éventuellement, on peut appeler ça griffer, si ça vous fait plaisir, mais c'est pas un passage essentiel. On va dire qu'on aère délicatement le sol. Parce que sinon, on retourne tous les horizons. Les labours que vous les faites avec des chevaux? Non, il n'y a pas de labour. Encore une fois, tout le travail du sol qui est superficiel. Non, mais les travaux superficiels, vous les faites avec des chevaux? Avec le cheval, ou à certains endroits, le cheval ne peut même pas pénétrer parce que ce sont vraiment des buttes et des planches de culture conçues pour être emmenées à la main. Donc, on va avoir des outils qui sont très inspirés aussi des outils qu'utilisaient les anciens, mais qu'on a modernisés, qu'on a allégés, qu'on a fait évoluer. Et donc ces outils-là vont aérer le sol, mais à aucun moment ne vont mélanger les horizons du sol. Et surtout, quelque chose d'essentiel, c'est ne jamais laisser le sol à nu. Dans notre type d'agriculture, en fait, on fait du biomimétisme. Dans la nature, vous n'allez jamais voir 1 cm² de sol à nu. S'il est nu, il va se couvrir de mousse, d'orties, d'herbes, de ce qu'on nous on appelle les mauvaises herbes, si vous voulez. Mais le sol, par définition, ne reste jamais à nu. Pourquoi? Parce qu'on a ces fameuses bonnes bactéries et ces bons champignons qu'on retrouve encore une fois dans les milieux marins, qui vont être à la base de la santé du sol. On faisait tout à l'heure en off le parallèle entre l'intestin, qui va être très très important quand on parle de cuisine, et le sol, c'est un petit peu la même chose. Il y a des bonnes bactéries dans l'intestin, il y a des bonnes bactéries dans le sol, et c'est uniquement si l'on préserve ces bonnes bactéries qu'on pourra nourrir les plantes, et que les plantes seront riches en minéraux, en nutriments, et que nous serons en bonne santé. Donc la boucle est bouclée. Tout ça, c'est écosystémique. Alors, à la fois, c'est des changements très importants, c'est une révolution, et à la fois, c'est un retour en arrière. Tout à fait, c'est ne pas oublier le bon sens. Il y a un nombre de pratiques qui se sont transmises au fur et à mesure des âges. Certaines sont meilleures que d'autres, on va dire, mais on peut dire aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques que l'on a, encore une fois, celles qu'il faut préserver et celles qu'il faut intensifier. Alors, quand on arrive, il paraît que quand on arrive dans votre ferme, c'est très frappant. Les gens sont très frappés parce qu'ils ont l'impression d'être dans un tableau de Courbet ou au hameau de la Reine à Versailles. C'est-à-dire que ça pourrait être une ferme du 19e siècle. Et c'est un peu contraire à notre façon de raisonner parce qu'on veut toujours être dans l'innovation, sans se rendre compte que parfois les innovations sont basées sur des retours en arrière. C'est vrai qu'il y a un petit côté anachronique, vous avez tout à fait raison, on nous dit souvent ça, mais ce qui est noté surtout par les visiteurs, c'est la beauté. Et la beauté, je crois que c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié dans l'agriculture dite moderne, c'est que la beauté, c'est aussi une nourriture. Une nourriture pour qui? Pour les visiteurs, c'est une chose, mais une nourriture pour les agriculteurs, parce que Dieu sait que ce métier est bien difficile. Malheureusement, on entend parler tous les jours de drames humains dans nos métiers. C'est très, très, très compliqué d'être agriculteur aujourd'hui, que l'on parle d'agriculteur sur 120 hectares qui fait du blé, de la betterave, de la patate ou des maraîchers dans leur petite campagne sur petite surface comme nous. C'est un métier extrêmement demandeur, difficile, très engageant. C'est un autre style de vie, un autre rapport à la vie et à la terre. Et cette beauté, si on ne la maintient pas dans nos systèmes, eh bien finalement, ça perd un petit peu de sens, ce qu'on fait. Voyez. Donc cette beauté, elle est essentielle. Les anciens savaient l'entretenir, ils savaient l'installer. Et nous, on a toujours mis un point d'honneur et un point de plaisir à entretenir ça. La nature est belle. Et on essaye de faire en sorte que les lieux de production, donc les fermes, soient aussi des lieux d'épanouissement pour l'être humain. Parce que si l'être humain n'est pas bien dans son milieu, avec des pneus qui traînent partout, des bâches, des hangars, au bout d'un moment, il y a la difficulté, il n'y a pas de plaisir. Donc, ça devient vraiment complexe. Merci. Alors, n'hésitez pas à réintervenir dans la suite du débat. Donc, je me tourne vers Cybèle Idlot. Vous êtes chef dans le sens chef de cuisine, chef locavore et zéro déchet. Et vous avez notamment un superbe domaine qui est dans les Yvelines, pas très loin de Versailles, où vous avez mis en place une sorte, alors je parle sous votre contrôle, une sorte d'écosystème où vous produisez ce que vous donnez, ce que vous offrez dans votre restaurant. Alors est-ce que vous pouvez nous dire d'abord comment s'appellent vos établissements, où est-ce qu'ils sont situés exactement pour que les gens du festival, les festivaliers puissent y aller. Donc comment ça s'appelle, où c'est exactement, et puis nous expliquer un peu la genèse, l'histoire de cette très belle réalisation.
Alors, j'ai 2 établissements. Le premier établissement... Collez le micro sur votre... Coller comme ça? Comme ça, oui. Ok. Le premier établissement, on a ouvert avec mon mari il y a à peu près 10 ans. C'est à Boulogne-Billancourt, ça s'appelle la table de Cybèle. Et depuis le début, j'étais toujours dans une démarche éco-responsable sur tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire travailler en circuit court, pêche durable aussi et anti-gaspillage. Et on aurait voulu faire potager sur le toit du restaurant parce qu'il y a à peu près 250 mètres carrés qu'on peut exploiter. Mais ça passait pas trop avec la copropriété. Donc on a battu pendant 6 ans et après on a dit bon, on a trouvé notre solution parce qu'on voulait aller vraiment plus loin dans nos démarches, c'est-à-dire de produire nos propres légumes. Donc on est allé à peu près une demi-heure de Boulogne, dans les Yvelines, dans une communauté qui s'appelle Gambé. Et on a ouvert notre restaurant qui s'appelle Ruche, au domaine de Bruyères, les Bruyères. Et on a notre potager, 2000 m² qu'on a créé en permaculture. Et on cultive nos légumes qui fournissent le restaurant. Une partie de restaurant à Boulogne, mais tous les légumes dans l'assiette à Ruche, à Gambé. D'accord, alors qu'est-ce que vous cultivez? Des légumes, vous cultivez aussi des fruits? On a des fruits, on a des arbres fruitiers, mais ça prend un peu plus de temps en fait. On les a plantés il y a 3 ans maintenant, et ça commence à produire. Après, on a les petits fruits aussi. On a les framboisiers, on a les groseilles, on a des fraises, des cassis. Donc ça se produit pas mal. Mais les grands arbres, pour l'instant, on n'a pas eu récolte. Alors, je suis allé sur Internet pour regarder le site de ces établissements. Alors, c'est la grande cuisine et il y a une poésie dans les noms des plats qui est tout à fait spécifique et je vais vous demander de nous citer quelques noms de plats. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est une grande cuisine abordable. Alors, peut-être pas par tout le monde, mais c'est pas une grande cuisine qui a des prix stratosphériques. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de plats? J'aime beaucoup vos noms. Vous n'avez pas en tête la carte? Non, ça change tout le temps. Donc, ça change tout le temps. Oui, bon. C'est en fonction de justement ce qui est dans le potager, ce que nos pêcheurs ont pêché. Oui, vous avez du poisson aussi, vous avez des... Oui, ouais, donc c'est principalement végétal. Vraiment un focus sur les légumes. Mais il y a aussi un peu de poisson, un peu de viande. Mais c'est un peu... la viande et le poisson, c'est un peu l'accessoire des légumes. On inverse les rôles, en fait. C'est le poisson qui devient plus la garniture et les légumes qui sont vraiment le centre des plats. D'accord. Alors, comment s'appellellent vos établissements? La table de Cybèle à Boulogne. Ah oui, c'est ça, la table de Cybèle à Boulogne. Et après, on a Domaine les Bruyères. On a une bâtisse avec 5 chambres d'hôtes et le restaurant s'appelle Ruche. La Ruche. Oui, on a 5 ruches. On a vraiment créé une biodiversité sur le terrain. Alors, comment vous avez fait concrètement pour favoriser la biodiversité sur le terrain? En fait, on a planté, on a mis les ruches. On a de la chance parce que le terrain n'était pas exploité avant. Il n'y avait pas de pesticides. On est en plein milieu du forêt. Donc, c'est déjà un bon début quand on avait un sol qui est sain, en fait. Et après, on a travaillé avec un permaculteur de mettre... en place les buts, travailler la terre dans le niveau microbe en fait, pour avoir une biodiversité dans le sol. Et puis aussi attirer les papillons, les abeilles, etc. Par rapport à ce qu'on plante. Alors avec des plantes, oui, des plantes mellifères, des plantes dans lesquelles les insectes peuvent venir butiner. Oui, on avait un gros problème au début, on avait un problème des campagnols qui bouffaient Donc les campagnols, une charmante petite bête qui est proche de la souris ou du mulot. Exactement, mais ils aimaient bien... Mais qui se développe à une vitesse incroyable qui fait que ça peut devenir un cauchemar. Exactement. Donc on a vécu avec un petit peu, mais on a vu petit à petit qu'il y a une biodiversité qui s'est créée, c'est-à-dire qu'il y a des couleuvres qui commencé à venir parce que les campagnols ils étaient attirés par ce qu'on cultivait. Après, il y a les rapaces aussi. Donc maintenant, c'est complètement égalisé. Donc, en fait, vous avez cultivé vous avez fait des cultures maraîchères.
les campagnols ont été attirés pour venir manger ce que vous fabriquez. Et du coup, ça a attiré les couleuvres qui voulaient manger les campagnols. Ouais, exactement. Et voilà. Et les rapaces, etc. Donc ça s'est réglé tout ça en fait. Il faut laisser la nature un donc petit peu. c'est en fait recréer de la biodiversité terrestre, en tout cas, c'est beaucoup plus facile qu'on le croit en fait, parce que Ouais, il faut un peu laisser faire tout ça. il faut laisser faire, et quand on laisse faire, ça revient très vite. Il y a un équilibre qui se crée en fait. Oui, oui. Ouais. Mais on dit qu'en ce moment, vous savez il y a une loi qui est passée, qui est la loi Labbé, qui interdit d'acheter, enfin la mise en vente et l'achat et l'utilisation de pesticides pour les particuliers, dans les jardins particuliers et dans les espaces publics, les espaces verts. Malheureusement, c'est toujours autorisé pour l'agriculture, mais très vite, dans les jardins, depuis quelques années, c'est quoi ça, 3 ans, 4 ans, on a vu dans les jardins des particuliers revenir plein d'animaux qui avaient quasiment disparu. Et beaucoup de sortes d'insectes, beaucoup d'oiseaux qui sont revenus, qui ont quitté les campagnes qui ne sont pas viables pour eux et qui viennent dans les jardins des particuliers, y compris proches des villes. Très bien. Écoutez, j'espère que... Enfin, moi, je sais que je vais vite réserver chez vous, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire pareil. Si je peux juste dire un mot en fait, sur les deux, d'ailleurs, d'intervention, parce que sur la permaculture, c'est vraiment le modèle dont on s'inspire, l'avantage dans l'eau. Donc, de ce qui en japonais d'ailleurs s'appelle légumes de la mer, hein. La algue, c'est assez impropre comme nom. C'est qu'on ne peut pas mettre de pesticides. Si vous jetez des pesticides dans l'eau, ça va aller partout sauf sur les algues. Donc on est vraiment obligé de développer une permaculture, de comprendre la complexité. Et elle est immense cette complexité. Il faut savoir qu'une algue, si elle est attaquée par des bigorneaux, elle sait créer une toxine, prévenir la communauté, créer une toxine pour dégoûter le bigorneau. Et si ça ne suffit pas, elle va être capable de créer une substance qu'elle va diffuser à travers l'eau pour appeler les poissons ou les crabes qui vont venir manger le bigorneau. Donc il y a toute une complexité à apprendre, c'est ça qui est complexe. Pour la partie chef, ce que je tiens à dire, parce que là c'est vraiment un appel que je fais à tous les chefs, c'est que vous êtes les plus gros vecteurs du changement pour nous, parce qu'il faut, pour que les gens comprennent à quel point cette nouvelle alimentation qui est bonne pour la santé et pour la planète est aussi savoureuse, il faut que les chefs s'y mettent. Nous on travaille avec Mauro Calogreco notamment, qui est le Mirazur, qui est un 3 étoiles à Menton, et qui cuisine 20 types d'algues différentes, d'ailleurs qui fait exactement ce que vous faites, qui a fait une ferme d'algues autour de son restaurant vers Monaco. Et je pense que les chefs ont vraiment un rôle extrêmement important de prescripteur à jouer. Parce qu'il y a une idée fausse qui est que quand on est écolo, il ne faut pas qu'il y ait de plaisir. C'est que c'est des peines à jouir, les écolos. C'est bien le contraire. On Ouais, retrouve ça, toute exactement. l'essence du plaisir, de la vraie nourriture, des goûts, la quintessence. Non, mais on est tous convaincus. Mais autour de nous, on a un beau-frère, un oncle, etc., qui dit qui considère que la démarche écologique est contraire au plaisir. Or, vous prouvez que c'est exactement... Ouais, mais pour moi, c'est complètement l'opposé, en fait. On revient, les vraies choses, c'est la pureté, c'est la beauté. C'est la beauté. C'est la beauté des belles choses naturelles, en fait. Beauté dans toutes ses dimensions. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, il y a la beauté, mais il y a aussi la bonté, c'est-à-dire en fait l'empathie, la sympathie, la dimension sociale. Donc là, je me tourne vers Valéria Rodriguez. Donc... bonjour, qui représente ici Max Havelaar et donc le commerce équitable. Donc rappelez-nous, parce que tout le monde ne sait pas bien ce que c'est que le commerce équitable, rappelez-nous ce que c'est que le commerce équitable et en précisant que ce n'est pas seulement donner un peu plus d'argent aux gens, c'est une démarche beaucoup plus globale. Oui, tout à fait. Alors, le commerce équitable est né maintenant, il y a plus de 30 ans, sur une idée assez basique qui est traite not aide, c'est-à-dire que les agriculteurs, ils ont besoin de pouvoir vivre de leur travail et pas forcément d'être aidés, mais vivre de leur travail. Et le commerce équitable est un système, donc quelque part, est un modèle alternatif qui démontre qu'on peut faire autrement, mais il est venu quelque part réparer un dysfonctionnement dans le modèle. Parce que je vais rappeler quelques chiffres qui ont été déjà donnés ici, mais effectivement, l'agriculture pourrait nourrir le monde, alors qu'elle ne le fait pas, mais il faut commencer par pouvoir nourrir les agriculteurs. Parce que des presque 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, les 3/4 sont des agriculteurs, oui. Des paysans, en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Donc on a un problème, c'est-à-dire que ceux qui
sont censés nous nourrir, ceux qui nous nourrissent, ne se nourrissent pas. Et donc la première chose, c'est pouvoir les nourrir. Et c'est là où c'est le fondement du commerce équitable, parce que l'idée, c'est qu'il faut donner aux agriculteurs les moyens de vivre et les moyens de changer aussi leur agriculture. Donc, première part, quelques moyens assez simples finalement. On établit des prix minimum garantis qui permettent aux agriculteurs de ne pas vendre à perte, parce que la majorité des agriculteurs vendent à perte. Donc prix minimum garanti sur le cacao, le café, sur le sucre de canne, le coton, tout ce les épices, épices. Tout ce qui vient d'autres continents. Pas seulement. Pas seulement. Alors, Pas seulement. Alors ça, on va en parler après, oui. Pas seulement, mais oui. Donc prix minimum, c'est la base, c'est le socle, c'est le filet de sécurité. Au-dessus du cours officiel, bien sûr. Pour que les agriculteurs puissent ne pas vendre à perte et vivre de leur travail. Ça, c'est le socle minimum. Sinon, pour nous, rien n'est possible. Non, parce que si on laisse faire le marché, si on laisse faire les cours, c'est très bas le prix. Ça peut être très bas comme ça peut être très haut. Le problème des cours, c'est qu'ils sont très volatiles. D'accord. Donc, ça veut dire qu'un agriculteur ne sait jamais vraiment à combien il va vendre sa récolte. Donc, il ne sait pas vraiment combien il va gagner dans 3 ou 4 mois. Donc, il ne peut pas prévoir l'avenir. Il ne peut pas investir. Nous, on a la chance d'avoir un salaire. On sait ce qu'on va gagner le mois d'après. Un agriculteur, il ne sait pas. En plus, c'est très risqué, l'agriculture. En une soirée de grêle, on peut perdre toute sa récolte. Donc voilà, c'est le socle. Et puis après, les agriculteurs ont besoin d'investir. Et la majorité d'agriculteurs dans les pays dans lesquels Max Havelaar a commencé, qui sont les pays en développement, ce sont des petits agriculteurs. Parce que comme a été déjà rappelé, la majorité de la nourriture dans le monde est produite par des petits agriculteurs dans des systèmes d'agriculture familiale. C'est ça la majorité de l'alimentation. Et donc c'est pour ça qu'il est si important de s'attaquer à ces agriculteurs-là. Et donc dans le commerce équitable, pour viser l'isolement des producteurs, on travaille toujours avec des coopératives. L'union fait la force. Donc il faut que ces petits agriculteurs puissent être organisés. Ça c'est important, c'est-à-dire que c'est pas complètement de la propriété privée, c'est des coopératives. C'est pas des petits ou des gros propriétaires terriens, c'est des coopératives. Ce sont des coopératives de petits producteurs dont chacun est propriétaire de sa parcelle, de sa terre, bien évidemment. Oui, quand même, oui. Bien sûr. Mais la force de l'organisation, elle est importante. Parce que sinon, un agriculteur familial, il est isolé, il est très faible, finalement, face au marché. Donc, quand il est en coopérative, il peut être plus fort. Et en ça, c'est intéressant. Et donc, il y a un deuxième outil du commerce équitable qui rentre à ce moment-là, qui est une prime de développement qui est versée par les acheteurs. Ça fait partie des conditions commerciales du commerce équitable. Cette prime est versée aux organisations pour qu'elles puissent être investies dans des projets collectifs. Alors c'est par exemple un puits de village, c'est par exemple une classe. Exactement, c'est par exemple un puits du village, c'est par exemple une classe. Une classe d'éducation, oui, classe bien sûr, éducative. Une école, ou c'est par exemple construire une maison pour qu'il y ait un professeur qui puisse venir dans l'école du village, mais pas que. Ça peut être du planning familial, ça peut être... Ça peut être de tout, mais ça peut être par exemple, parce que... On a beaucoup parlé du monde de demain et c'est vrai qu'il y a aussi la notion environnementale et qu'elle est très importante pour les agriculteurs. Mais les agriculteurs, ils ont besoin d'avoir les moyens de réussir cette transition écologique. Et c'est en ça qu'il faut qu'ils puissent être bien payés pour leur travail, parce qu'il faut qu'ils réussissent cette transition. Et par exemple, la prime de développement, je vais vous donner un exemple. Dans une coopérative de producteurs en Afrique, de producteurs de cacao en Afrique, cette prime a été investie pour des pépinières d'arbres d'ombrage. Et donc, on a reconstitué des forêts autour de la culture de cacao, parce que la culture de cacao, elle est pourvoyeuse de déforestation en Afrique, et aussi il y a beaucoup de travail des enfants, comme il a été signalé. Donc ils ont planté 124 000 arbres 124 000, oui, ça fait exemple. pas mal. Ça fait pas mal, n'est-ce pas? Et donc, cette prime de développement leur a donné la possibilité de faire ça. Donc, ils ont décidé d'investir dans ça et pour lutter aussi contre le changement climatique, parce que ces arbres vont permettre au sol d'être plus humide, surtout pendant la saison sèche en Afrique. Donc,
ça peut servir à ça. Ou par exemple, un autre problème dans l'agriculture, c'est que les nouvelles générations ne veulent pas forcément reprendre les exploitations. Et donc, quand on parle de nourrir le monde de demain, mais il va falloir qu'il y ait des agriculteurs qui veuillent continuer à être sur nos territoires. Et un autre exemple, au Brésil, par exemple, dans une coopérative de petits producteurs de café, il y a eu la prime de développement a été investie dans des bourses pour que les enfants des agriculteurs puissent aller à l'université, faire des études d'agronomie et autres, et du coup pouvoir valoriser beaucoup plus leur travail. Et ben, on a vu que peu à peu, avec le commerce équitable, ces agriculteurs ont décidé de revenir chez ses parents et de reprendre. C'est-à-dire Max Havelaar ne finance pas seulement des écoles, mais finance aussi les études supérieures des enfants des agriculteurs pour qu'ils reprennent les exploitations et qu'ils les développent d'une façon plus sophistiquée peut-être. Je pense que ce que le commerce équitable fait, Max Havelaar ne finance pas finalement. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on met en place un système moyennant lequel on donne les moyens aux agriculteurs. C'est eux qui décident. Ce n'est pas le label Max Havelaar qui décide en quoi ils vont investir. Eux, ils ont la capacité de décider. Et surtout, c'est eux qui ont la meilleure notion de quelles sont leurs priorités. Oui, c'est-à-dire comment ils vont utiliser la prime de développement. Exactement, c'est les moyens. Alors, je me tourne vers la salle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à faire sur ce qui a été dit ? Donc, je rappelle le thème comment bien nourrir 10 milliards d'êtres humains. Oui ? Donc déjà, merci pour l'intervention, c'est fantastique et très inspirant. Je suis foncièrement d'accord avec tous les projets de transition que vous proposez, surtout en agriculture et permaculture. La question serait l'impact sur les prix, et donc sur les consommateurs, et donc comment concurrencer le système actuel qui est en place pour arriver à faire une transition plus globale pour la transition de masse, disons. Question complexe, effectivement. La difficulté qu'on a, si on prend un constat de base aujourd'hui, c'est que les priorités ne sont pas les bonnes. Les priorités ne sont pas les bonnes dans le panier de la ménagère et l'une, comme on l'appelle malheureusement. Et là, on voit, vous voyez, depuis le confinement, le conflit en Ukraine, on voit typiquement que le marché de la bio en France est en train de perdre de la vitesse, mais de façon dramatique. Et ça se transcrit déjà en surface agricole utile cultivée en bio. Pourquoi ? Parce que le consommateur va donner plus la priorité à s'acheter le dernier téléphone portable à la mode que d'aller remplir son panier de bonnes choses. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Alors ça dépend des bassins de population. On avait hier soir, par exemple, le maire de Deauville qui, lui, se plaignait du fait qu'il n'avait pas assez de producteurs pour achalander la ville. Donc bien évidemment, on comprend les différentiels qu'il peut y avoir d'un endroit à un autre, mais la réalité, c'est que le coût de la production alimentaire aujourd'hui, il n'est pas réel. C'est-à-dire que le prix de l'aliment tel que vous le payez, il n'a rien à voir avec le travail fourni par l'agriculteur. La plupart des agriculteurs sont sous-payés. Il faut savoir que, à titre d'exemple, en Haute-Normandie, 70% du revenu des agriculteurs, je dis bien 70%, est constitué par les aides de la PAC, qui aujourd'hui, humainement parlant, en termes d'orgueil, en termes d'autosatisfecit, on va dire, est OK pour travailler gratos à hauteur de 70% de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que 30% de son revenu qui est inhérent à ses peut-être 70 heures de boulot par semaine. Donc là, on a un vrai premier problème, c'est la valorisation de la ressource alimentaire versus d'autres biens. Les intermédiaires sont bien évidemment à pointer du doigt dans la balance. Et pour le coup, Max Havelaar fait un super travail, malheureusement pas en France, mais plutôt à l'étranger. Et c'est ce travail-là qu'il faudrait faire dans nos contrées. Aujourd'hui, quand on voit la petite agriculture telle que nous, on la prône, telle qu'on l'a développée, les maraîchers, dans leur sphère, on va dire, de commercialisation, souvent ont du mal, notamment en milieu rural. En milieu urbain, c'est un peu les rois du pétrole, mais en milieu rural, c'est très très difficile parce qu'encore une fois, le consommateur va donner des priorités autres que celle de l'alimentation. Et quand on lui bourre le mou, excusez-moi de l'expression, mais toute la journée avec la guerre en Ukraine, on va avoir faim, on va plus pouvoir s'alimenter, ce qui est complètement faux, eh bien c'est encore pire dans la tête des gens. Et c'est là qu'on a des pâtes et des pâtes qui sont achetées dans les supermarchés plutôt que d'aller prendre des produits locaux chez le producteur du coin. Oui.
Alors le commerce équitable en France, il existe depuis plus d'une dizaine d'années et Max Havelaar a développé des standards de commerce équitable pour des filières françaises l'année dernière. Et ceci, pour moi, est finalement une mauvaise nouvelle dans le sens où on n'aurait pas dû en arriver là, n'est-ce pas? On n'aurait pas dû en arriver là. Mais effectivement, le commerce équitable est nécessaire aussi en France et il est développé notamment par beaucoup de labels de commerce équitable, dont Max Havelaar. Mais pour compléter ce que vous venez de dire aussi, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a une mauvaise répartition de la valeur dans les chaînes d'approvisionnement de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que ce sont des chaînes d'approvisionnement dans lesquelles il y a des milliards de producteurs, des milliards de consommateurs, et au milieu, il y a souvent, dans la majorité des grandes filières agricoles, peu d'acteurs qui détiennent énormément de pouvoir et la valeur n'est pas bien répartie. Donc l'idée, c'est que c'est pas possible qu'à chaque fois on parle que ça soit le consommateur, soit le producteur qui trinque et qu'il n'y ait pas une responsabilité partagée tout au long de la chaîne. Et cette responsabilité partagée, elle est possible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le producteur ne puisse pas vivre de son travail ou que les consommateurs ne puissent pas se nourrir convenablement. C'est les intermédiaires. C'est au milieu également. Mais c'est qui les intermédiaires? Il faut les nommer. Les intermédiaires, ce sont des grossistes, des les acheteurs, l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire. Exactement, les grandes multinationales. Les grandes multinationales alimentaires et les grands distributeurs. Tout à fait. Voilà. Un mot, Vincent ? Juste un mot, parce que j'ai travaillé beaucoup sur ces domaines-là dans le passé. Je pense qu'en effet, ce que vous dites, c'est extrêmement vrai. On ne paye pas le prix. Et aujourd'hui, il y a 40 ans, je crois que c'était 25% du revenu qui était dédié à l'alimentation. Aujourd'hui, on est à moins de 8%. Donc il y a un vrai problème. Et du coup, en effet, on le paye différemment. Le prix, on le paye par nos impôts. Sauf que du coup, on a des agriculteurs qui sont des ouvriers de l'État. Le coût santé aussi, hein, ouais, les le impôts coût et le santé, coût voilà, c'est ça, c'est de dire alors, c'est que vous allez voir votre médecin, vous lui dites alors moi je sais qu'un jus d'orange le matin c'est mieux, mais bon c'est trop cher donc je prends un bon verre de vinaigre et puis ça va comme ça. Ah, ça c'est bien le. C'est voilà, non mais c'est un peu ce qu'on fait en fait là tous. Donc et moi j'ai confiance, j'ai envie de dire j'ai confiance. Déjà pour la partie des intermédiaires, on voit que dans les nouvelles chaînes de valeur, les algues en sont une, mais il y en a d'autres qui se créent. On intègre les intermédiaires, c'est-à-dire que le producteur va être transformateur et distributeur. Et tout ça, avec les nouveaux moyens technologiques, c'est possible. C'est beaucoup plus facile qu'avant de le faire. Donc on voit une espèce d'évolution intéressante dans ces nouvelles chaînes de valeur qui va se diffuser aux autres. Et moi, je vois surtout une nouvelle génération qui est beaucoup plus consciente de tout ça. Et j'ai envie de leur faire confiance parce que on le voit d'ailleurs sur le bio, vous parlez du bio qui baisse en effet, mais on le voit que dans, on va dire, ma génération, les boomers, on mangeait du bio parce que c'était bon pour la santé. Aujourd'hui, ce qui répondent les jeunes, quand on leur demande pourquoi ils veulent manger du bio, ils disent que c'est bon pour la planète et c'est bon pour l'équilibre social. Alors, et ça, c'est super intéressant. Non, mais je tiens à le dire. Et donc voilà, il faut laisser une chance à ces jeunes-là, à cette jeune génération, de vraiment changer. Parce qu'ils vivent une situation qui doit être extrêmement dure, j'imagine. Ils sont les premiers à être complètement conscients du drame qui s'annonce et en même temps, ils sont les premiers contributeurs puisque le mode de vie qu'on a aujourd'hui n'a jamais été aussi lourd pour le climat et pour l'environnement au cours du passé. Parce que le moins de téléphone portable, dire scroller sur un téléphone portable, c'est comme rouler en SUV avec la fenêtre ouverte et la clim à fond. Donc, mais bon, qui ne peut pas avoir téléphone portable aujourd'hui? C'est compliqué. Donc il y a une vraie dualité qui doit être extrêmement anxiogène et dure à vivre. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Oui? Allez-y, levez-vous. Et criez fort. Oui, ça rentrera mieux avec un micro. Oui, bonjour. Alors effectivement, merci pour vos interventions qui sont absolument fantastiques et passionnantes. Et une question qui est, à mon avis, et vous avez déjà commencé à aborder le sujet, qui est celui des agriculteurs qui sont écrasés. Nous, on le voit pas mal avec justement, les semences paysannes. On voit d'un côté des agriculteurs qui sont écrasés par les semenciers, par les vendeurs de pesticides, qui sont endettés à vie pour leurs machines. Et donc, comment est-ce que, à la base justement de cette chaîne alimentaire, on arrive à revaloriser finalement le travail de l'agriculteur et à lui créer un monde dans lequel il peut vivre, il peut se nourrir comme vous l'avez super bien dit, mais au-delà de ça, se projeter dans une agriculture qui est saine et où il est indépendant et fier et empowered par son travail en fait. Comment on arrive à recréer ça en fait? Il y a peut-être des décisions politiques à prendre derrière quand même. Alors on a deux scénarios. On a le scénario
optimiste et le scénario catastrophe. Si je voulais être cynique, je vous dirais que le problème va vite être résolu, avec la crise sur l'énergie, le prix du pétrole, donc les engrais azotés qui vont devenir inabordables. On en a parlé dans les médias. Là, ce printemps, c'était compliqué pour les agriculteurs, mais attention, on va attendre le bilan comptable du printemps prochain, et là, on va voir des catastrophes en cascade. Et donc, si je voulais être cynique, je veux dire, ça va se résoudre de soi-même, mais par la catastrophe. Si je veux être un petit peu optimiste, il y a effectivement des aides publiques à apporter, des aides à la transition. Parce qu'il faut bien se dire qu'en agriculture, la transition, aussi écologique soit-elle, elle est toujours technique. C'est-à-dire, c'est mettre des nouveaux itinéraires culturaux en place, essayer des nouvelles choses. Et en agriculture, quand on essaie quelque chose de nouveau, c'est pas comme en informatique. En informatique, on s'est trompé dans la programmation d'un truc, on réessaye le lendemain. En agriculture, on essaye l'année d'après. Donc on a perdu toute une année de culture. Donc il y a une prise de risque majeure en agriculture. Et c'est pour ça souvent le grand public dit mais pourquoi les agriculteurs ne bougent pas plus? Pourquoi ils n'arrêtent pas les pesticides, etc. C'est pas si simple. Il y a plein de freins. Il y a des freins psychologiques, il y a des freins sociaux, mais il y a aussi des freins techniques réels. Et les freins techniques, ils sont importants parce qu'ils ont tout de suite des conséquences économiques très fortes dans des professions sur lesquelles on est toujours économiquement sur le fil du rasoir. Sauf ceux qui ont des millions qui viennent de la PAC. Mais tout est complexe. Donc bouger, c'est complexe. Donc comment faire bouger ce milieu-là? Eh bien, en l'aidant à opérer la transition. L'aide, c'est quoi? C'est consommer chez eux. Chez ceux qui font du vivrier, je ne parle pas de ceux qui font de l'agriculture de rente, c'est les aider à la transition. Donc ça, c'est de l'aide publique. C'est très la transition vers quoi? Vers le bio? Vers le bio. Donc la transition écologique. Techniquement, il faut soutenir en fait les 3 premières années. Il y a 3 années très compliquées. Quand on décide de plus mettre de pesticides, plus d'engrais, etc., il y a 3 années où vous passez d'un sol qui a été sous perfusion tout le temps à un sol auquel on demande de réagir. On demande aux vers de terre de revenir, ils reviennent assez vite. On demande aux bactéries et aux bons champignons de revenir. Mais ça, il faut un petit peu de temps pour que ça se refasse. Donc pendant 3 ans, bien évidemment, l'agriculteur va voir sa productivité décroître, parfois de façon vertigineuse. Il faut accompagner ça. Alors souvent, quand il arrête le labour, il voit aussi sa facture pétrole baisser. Donc l'un dans l'autre, ça compense. Mais tout ce déséquilibre du système, il faut l'accompagner économiquement. Sinon, c'est la mort certaine, c'est la faillite certaine pour l'agriculteur. Donc il y a ça. Il y a une vraie remise en cause du travail en agriculture. Comment est taxé le travail? Comment il est appréhendé? Le nombre d'heures de travail n'a rien à voir avec un job lambda. La main-d'œuvre agricole. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire là? Là, il faut exonérer de charges. C'est très simple. C'est très simple. Les agriculteurs, aujourd'hui, se réfrènent. Exonérer de charges sociales. Complètement. Et il faut réorganiser, repenser le travail. Moi, je prône beaucoup des installations collectives. Alors, collectives au sens, pas kolkhoz ou je ne sais quoi, ou kibbutz. C'est vraiment collectif dans un sens coopératif, une SCOP, une SIC. Parce que être agriculteur aujourd'hui, on l'a dit, c'est difficile. La plupart des personnes qui s'engagent dans l'agriculture aujourd'hui aussi sont des personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole, donc qui apprennent le métier. Donc intellectuellement, elles vont tout absorber. Au niveau du contact avec le sol, ça prend des années à apprendre. Donc il faut leur laisser le temps d'apprendre. Et souvent, ces personnes-là, elles ont eu l'habitude dans une autre vie d'avoir des revenus différents, d'avoir un style de vie différent, un confort de vie différent, des vacances, des moments de repos. Elles n'ont pas connu la vie à la ferme tout le temps. Et donc, pour ça, il ne faut pas qu'elles soient seules. S'installer en agriculture ça, c'est les néo-ruraux. Les néo-ruraux qui viennent de la ville et qui vont à la campagne et qui ne sont pas forcément au parfum. Alors, pas que néo-ruraux, là on parle vraiment d'agriculture, donc les néo-agriculteurs qui effectivement ne sont pas nés à la ferme, mais c'est eux qui vont assurer le renouvellement des générations. Sinon, là, on a 40% de nos agriculteurs en France qui partent à la retraite dans moins de 10 ans. Donc on ne renouvelle pas. Il faut renouveler avec ces gens-là, donc il faut innover quant à une nouvelle agriculture, une nouvelle organisation du travail agricole. Et ces milieux coopératifs sont tout à fait indiqués pour ce faire. Mais c'est une vraie révolution, à la fois au niveau du travail agricole, des façons de produire et de la façon dont on taxe ce qui est issu de ces productions agricoles. Donc il y a une vraie révolution à opérer. Politiquement, on n'y est pas encore et on attend d'être dans le mur pour y aller. Alors sur la révolution, Valéria, vous voulez ajouter un mot? Oui, je pense qu'il est important aussi de se souvenir que dans les politiques publiques, il y a eu de la régulation
par exemple, même de la régulation des prix dans les décennies avant les années 80. Et c'était important. Et moi, je vois par exemple avec des bons yeux ce qui se passe en ce moment au Ghana et en Côte d'Ivoire. Le Ghana et le Côte d'Ivoire, il faut savoir, sont les deux premiers producteurs de cacao. Et à eux, tout seuls, ils produisent à peu près 70% de tout le cacao au monde. Ils se sont mis d'accord il y a quelques années et ils ont décidé de dire aux multinationales qu'il fallait rajouter un certain montant à chaque tonne de cacao payé aux producteurs pour arriver à ce qu'ils considèrent un revenu vital pour les producteurs de cacao. Bon, ils ne sont pas encore arrivés à le tour de force complet, mais le tour de force est engagé et il est important. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire quand ces deux pays font ça? Ils reviennent à des systèmes de régulation. Il faut quelque part réguler parce que ce qui n'a pas marché, et ça on a une évidence maintenant, c'est la liberté totale dans les prix. C'est-à-dire on nous a dit que l'offre et la demande allaient tout réguler, mais pas du tout. C'est-à-dire que quand les prix s'effondrent, on détruit complètement les filières agricoles. Et donc il y a aussi bien évidemment, nous sommes une solution volontaire, les entreprises la prennent volontairement, mais à un moment donné, il faut aussi réguler cette question-là, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça pendant des siècles. Et moi, je souhaiterais ajouter, parce que à tout le monde, en fait, c'est vrai que les pouvoirs publics et les autorités et les grands de l'agroalimentaire ont un rôle, mais nous avons tous un rôle là-dedans. On est tous connectés au même système alimentaire à la fin. Et chaque fois, encore une fois, chaque fois qu'on mange, on vote. Et on décide nous-mêmes ce qui va se passer demain. Non, mais c'est important parce que moi, j'ai travaillé, par exemple, pour parler des grands de l'agroalimentaire, on travaille beaucoup avec Nestlé, qui s'intéresse beaucoup aux algues par ailleurs, notamment pour remplacer les engrais phosphatés d'ailleurs. Mais parce qu'ils sentent le problème venir. Mais Nestlé, ils nous observent en fait, enfin, sans vouloir du tout faire de manichéisme ici, hein, mais ils ont une position chez Nestlé qui consiste à étudier ce que se disent les consommateurs sur eux dans les réseaux sociaux. Vous savez combien de personnes ils ont pour faire ça dans le monde? 700. Il y a 700 personnes chez Nestlé qui observent ce qui se dit sur eux dans les réseaux sociaux. Donc chaque fois que vous dites quelque chose, que vous vendez, que vous achetez quelque chose, que vous consommez quelque chose, ils l'entendent, ils comprennent votre demande et ils vont l'anticiper. Donc on a un rôle prescripteur là-dedans. Comme vous le disiez, si on produit plus de bio mais que personne l'achète, ça ne sert à rien et ça ne marchera pas. Donc on est là en tant que consommateur et aussi en tant que citoyen et aussi en tant qu'activiste. On voit bien qu'il y a beaucoup de changements qui viennent souvent. On prend le droit des populations noires en Amérique. C'est venu d'un groupe d'activistes extrêmement décidés, extrêmement actifs et extrêmement organisés. C'est pas forcément quelque chose qui vient du haut. Et donc on a tous un rôle à jouer là-dedans et c'est important parce que sinon on a tendance à se déresponsabiliser, à se dire eux ils vont faire, on va attendre qu'ils fassent. Non, on va faire et on va choisir et voter à travers ce qu'on boit et ce qu'on mange. Alors, ce qui est intéressant dans ce sens-là, c'est que par exemple les producteurs sont de plus en plus importants pour les Français. Nous on a fait des enquêtes les dernières années, un baromètre sur la transition alimentaire et on a été même nous-mêmes surpris de voir que le premier critère pour consommer responsable pour les Français et de soutenir les producteurs agricoles. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que petit à petit, on regarde ce qu'il y a derrière un produit. Concernant Nestlé, je voulais juste dire un petit quelque chose. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire venir le directeur développement durable de Nestlé à cette table ronde. Et ça a duré des semaines et des semaines. Et finalement, ils nous ont dit non. Ils sont quand même beaucoup visés. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Non, mais on voulait. L'idée, voilà. en les faisant venir, c'était pas de les attaquer, c'était au contraire de leur dire alors, qu'est-ce que vous faites de nouveau, d'intéressant, de positif, puisque vous dites que vous faites plein de choses, allez-y, dites-nous. Après, je vais pas parler pour eux, mais ce qui est important de comprendre en tout cas, c'est que la logique de la nourriture, elle est complètement internationale. Donc finalement, le gouvernement français, voire même l'Europe, il n'a pas beaucoup de manettes dans les mains. C'est quand même le milieu le plus fragmenté et le milieu le plus international qui existe. Donc finalement, les grands, c'est un peu malheureux, mais ceux qui dirigent vraiment le secteur aujourd'hui de l'agroalimentaire, en tout cas quand il s'est transformé, c'est les grandes multinationales. Christophe. Alors Alexandre. Christophe, donc vous êtes responsable de Ushuaïa TV, qui est une chaîne où passe énormément de films. Vous produisez et vous diffusez énormément de films liés à l'environnement, à la planète, et notamment
qui ont trait à l'alimentaire. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, parce que pour ceux qui veulent en savoir plus, Christophe, est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la palette, de l'éventail de films que vous présentez et qui sont liés au thème de l'alimentaire? Peut-être 2 mots déjà sur la chaîne. Ushuaïa TV, c'est le seul média audiovisuel au monde 100% consacré à la protection de la planète. Ça fait 17 ans que la chaîne existe et ça fait 17 ans que notre mission n'a pas changé. Montrer la beauté de la planète, sa fragilité et l'importance évidemment de tous s'engager, agir pour la protéger. Donc c'est 400 heures de nouveaux programmes qui arrivent chaque année sur l'antenne autour de thématiques liées au dérèglement climatique, à la protection de la biodiversité. On fait un gros travail d'événementialisation, d'éditorialisation toute l'année à travers l'agenda de la planète. On parlait des océans, donc 8 juin, journée mondiale de l'océan. Donc en ce moment, on est dans un grand cycle consacré aux océans. En mars, on est traditionnellement sur les forêts. 21 mars, journée internationale des forêts. En avril, on travaille tous les ans avec Alain Maucrin-Dubourg sur la protection des oiseaux et la LPO. Et c'est vrai qu'arrive donc je crois que c'est le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation. Donc chaque année, on fait un cycle à cette occasion. Cette année, on aura 5 soirées avec une dizaine de documentaires. Donc voilà, on est au service de vous tous. Et je lance un appel d'ailleurs à tous les producteurs, les auteurs, les réalisateurs qui pourraient nous regarder, nous écouter. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos beaux projets. Notamment à travers la séance de pitch d'hier au Deauville Green Awards, mais plus largement tout au long de l'année. Donc on est toujours en recherche de témoignages, d'initiatives, de solutions pour produire avec vous les beaux documentaires qu'on diffuse. Donc on va parler en octobre d'agroforesterie, de circuits courts, d'insectes. On va parler de commerce équitable aussi. Il y a quelques années de ça, on avait beaucoup travaillé avec Tristan Lecomte. Notamment. Voilà, je crois peut-être le plus simple, c'est de montrer quelques images. On a une petite bande-annonce, une première petite bande-annonce. Voilà, donc allez sur Ushuaïa TV pour voir tous ces films passionnants. Donc si vous voulez en savoir plus sur la ferme du Bec et Loin, alors comment on fait? Vous avez un site internet? Allez, approchez de votre bouche. Non, si ça marche. Fermedubec.com. Et sinon, on a sorti un ouvrage il y a 2-3 ans de cela qui s'appelle Vivre avec la terre, qui résume un petit peu toutes nos techniques, la façon dont on appréhende l'agriculture. Ah, très bien. Valéria, le site de Max Havelaar peut-être? maxhavelaarfrance.org. Très bien. Vincent, donc votre livre. Notre livre qui a un Instagram, je crois, maintenant, et Révolution des algues. Et on a une coalition mondiale des acteurs de l'algue. En fait, il faut savoir qu'on a bâti une coalition au sein de l'ONU, donc, qui héberge 800 acteurs de l'algue à travers le monde. C'est la Safe Seaweed Coalition. Donc safeseaweedcoalition.org où on regroupe un ensemble de données, d'informations, de recherches, de publications et de data sur le monde des algues en général et dans toute sa richesse. Faciliter les investisseurs et la recherche. Et donc Cybèle, donc la table de Cybèle à Boulogne. Oui. Et la ruche. Non, le restaurant c'est Ruche. Ruche. Et c'est Domaine Les Bruyères. Domaine Les Bruyères. Oui. Voilà. Ça, c'est le site, c'est Domaine Les Bruyères. Donc on peut trouver facilement sur Internet. Oui, Les Bruyères, parce qu'il y a des bruyères aussi. Merci à tous. Merci. Et bon appétit. Ici, c'est un exemple de ce que ça pourrait être si on faisait attention. C'est un mirage constant. C'est de l'exploration à l'état pur. C'est si beau. Parce que c'est si simple. On peut facilement se sentir dépassé, c'est vrai. En tant qu'individu, il faut penser globalement et agir localement. C'est l'une des manières les plus valorisantes de prendre soin de notre planète.
On a tous le devoir et cette mission d'essayer de changer le monde avec ce qu'on sait faire. Il faut qu'on agisse ensemble. C'est techniquement possible de changer de mode de développement et économiquement viable. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Qu'est-ce qui est en jeu? La vie autour de soi. C'est si beau, parce que c'est si simple. Donc Ushuaïa TV, qui est une chaîne pas militante, mais engagée, fortement engagée. Et je rappelle simplement que vous avez produit La Fabrique des pandémies, qui a gagné hier le prix de la ville de Deauville, qui était remis par le maire de Deauville. Merci à tous, bon appétit. Thank you.